Bien, parce que ce n'est pas très professionnel. Monsieur le député, Monsieur le Président honoraire, Madame la directrice, mes chers collègues, Madame la Présidente de l'association, Monsieur le Président de l'association des anciens étudiants, Mesdames et Messieurs les candidats, Mesdames et Messieurs. C'est le printemps et avec 2 semaines d'écart par rapport à l'année dernière, nous avons assisté à ce concours d'éloquence avec un grand plaisir. Et cette journée de printemps, même si elle aurait pu nous appeler à profiter du soleil, nous a permis aujourd'hui de trouver un soleil intérieur. Non pas pour reprendre l'expression du grand philosophe Enrico Macias, parce que nous serions des gens du Nord, non, parce que dans cet amphithéâtre historique, nous aurons profité des lumières de l'esprit. Printemps renouvelé d'une association organisatrice une nouvelle fois de cette manifestation, et qui fait plus pour la réputation de notre maison que bien des plaquettes institutionnelles. Journée de printemps ensuite pour un jury dont chacun des membres, que je remercie encore, a lui aussi pris une part de son temps pour prendre un bol d'air spirituel. Une réunion de professionnels pour une journée exotique. Me réjouis toujours plus que la réunion qui m'attend demain sur la soutenabilité de l'offre de formation 2018. Premier printemps oratoire des orateurs, enfin, dont les talents nous font d'autant plus de plaisir qu'ils vont se chercher jusque dans les rangs des licences 2. Au-delà des orateurs, les étudiants participants ont eu le triple mérite de prendre de leur temps, de participer à la vie étudiante collective et de se mettre en danger. Un danger d'ailleurs largement provoqué par des organisateurs qui auront proposé des sujets tous plus étranges les uns que les autres, assortis de l'obligation complètement absurde de glisser des mots étranges et sans aucun rapport avec le thème, stimulant ainsi ce que l'on n'aime pas d'habitude dans cette maison, le hors-sujet. Mais revenons sur laboratoire. Et je voulais, avant d'annoncer le nom des vainqueurs, dire quelques mots pour ménager le suspense et ajouter un sadisme tout à fait infini à l'angoisse de ceux qui furent en finale et qui, plus tôt dans la matinée, avaient participé à nous railler gentiment. Quelques mots pour souligner combien ce concours, qui est en soi une excellente idée, nous aura cependant consterné. S'il y a eu la lumière de l'esprit, nous fûmes loin de l'esprit des lumières, et je déclinerai ça en 2 parties, n'en déplaise à Mesdames Naïch et Agboga. Je dirais d'abord que la forme n'avait pas la forme, et ensuite que le fond touchait le fond. Ce n'est pas très subtil peut-être, mais avec le tout dernier exposé sur l'état d'ébriété, cela vous fera au moins 2 exposés qui avaient aujourd'hui un plan. Premièrement, la forme n'avait pas la forme. Quant à la forme, car il faut bien en parler en 2 sous-parties, je déplorerai d'abord un naufrage de la forme sonore, autant qu'un effondrement de la forme visuelle. Quant à la forme, on passera d'abord sur les erreurs grammaticales, dont la plus remarquable fut un tonitruant « je demanda », prononcé à plusieurs reprises par les spécialistes du muet, je veux dire le duo Chrétien-Brouet. Et ils ont d'ailleurs récidivé cet après-midi avec un magnifique « je me tourna ». Au chapitre du ton adopté, on versa parfois dans le lyrisme qui atteignit son paroxysme avec la macronisation du discours au son des hurlements ce matin de M. Samp. On versa de l'autre parfois dans la familiarité. Un duo ne vous asséna-t-il pas un toit public? Il y avait dans l'équipe Catalassande quelque chose d'un duo façon Dubosc. Mais du camping, on passa au style 9-3, grâce aux soins de M. Grunenwald, qui pour la première fois dans ce haut lieu désigna le doyen par son prénom, dans une phrase syncopée digne d'un rappeur fou en l'espèce. Il est heureux, monsieur, que je sois en robe rouge, la couleur du deuil, chez les juristes. Elle m'autorise à supporter ainsi la mort de l'élégance oratoire à la française et à dire à cet étudiant frondeur, avec toute la solennité requise et en guise de pardon, « Poutou, mon Olivier !» Mais ce fut aussi la ruine de la forme visuelle. À
cette forme verbale chatoyante que j'évoquais à l'instant s'est ajoutée cette année une évolution physique qui n'a pas manqué de nous surprendre. Pour la première fois, un orateur a violemment frappé sa coéquipière sur la table. Chacun témoignera de ce que remonte avec les antiques pratiques policières du coup d'annuaire. Monsieur Ripoll a bien aimé et bel et bien asséné un coup de code d'Alloz à Madame Vano. Vous noterez qu'à ce sujet, l'évolution technologique a parfois des conséquences étranges, puisque j'ai récemment été saisi de la plainte d'une étudiante qui avait reçu d'une camarade un coup d'ordinateur portable. Mais au-delà, la gestuelle a littéralement égaré nos rhéteurs. Paul Valéry disait « Il faut tuer la marionnette qui est en nous », soulignant ainsi l'importance oratoire de faire l'économie des gestes. Aujourd'hui, ce fut au contraire le festival des marionnettes Carolo-Massérien. Carolo-Massérien étant le même habitant de Charleville-Mézières qui organise un festival de la marionnette. D'abord, ce fut l'hommage, pitoyable s'il en est, à cette espèce de moitié de mon prénom de Nice. Mon prénom de Nice. Toujours par le même orateur que tout à l'heure, le printemps justifiait-il qu'on fît du jardin? Vint ensuite la très étrange métaphore entre droit et danse. Le droit administratif des biens, devenu DAB, vous a conduit à vous livrer à la figure chorégraphique du DAB. Quel désastre! Vous devriez avoir honte, n'est-ce pas, mesdemoiselles Sizewski et Jacquin? Vous me direz que juxtaposer le droit public à une figure dérivée du hip-hop peut avoir une logique, mais je vous répondrai que le mot dab vient aussi du dabisme, qui est le terme désignant la consommation de cannabis. Alors, après la glorification de la force bestiale du mal tapant sur sa coéquipière, la mise en valeur de Brice de Nice, c'est la première fois qu'on faisait mine ici de sniffer dans cet amphithéâtre. Propos qui a été relayé cet après-midi par l'évocation avec un grand sourire de la Marie-Jeanne par l'une des auteurs des exposés. Mais tout occupés que nous étions à contempler les effets des paradis artificiels sur la gestuelle oratoire, nous devions aussi nous rendre à l'évidence, nous n'étions pas au paradis sur le fond. Le fond, vous ne l'avez jamais abordé, mais vous l'avez toujours touché. C'est le printemps et je dis alors, on s'attendait à une renaissance sur le fond. On y a cru un instant. Madame Akvoga évoqua à un moment le jardin fantastique qu'est la faculté. On allait vers la lumière, on allait vivre comme Alice au pays des merveilles. Mais lorsqu'on a compris à l'audition d'un rapport de l'après-midi qu'on allait consacrer du temps à M. Ribéry, on dut se porter vers cette conclusion. Le fond, ils s'en foutent. Mais... Bravo. Mais il fallut déchanter, car vous avez fait naître le culte de l'à peu près. Quant au droit, l'orateur l'a tué. L'à peu près, l'orateur l'a tué, deux sous-parties de la deuxième partie, pour ceux qui se seraient déjà endormis. La naissance de l'à peu près. L'à peu près commence par votre humour. On passera d'abord sur le calembour à 2 €, à côté duquel « Comment vas-tu du haut de poil » pourrait passer pour subtil. On oubliera d'abord l'auteur du robe estière de ce matin. Le plus consternant aurait pu être la consultation de Larousse, plus pertinente qu'une blonde, selon M. Catala. Mais la palme revient à M. Brouet, qui regretta que le muezzin ne fût pas muet. Rien ne nous aura été épargné. Pour le reste, on a là de Caride dans Silla, des capitoles de la rigueur scientifique à la roche tarpéienne de l'approximation. Gloire à Google, les moteurs de recherche ont fait des victimes. Comment ne pas déplorer les approximations techniques? Fallait-il, au mépris de la laïcité, lier la robe au Christ en prétendant qu'elle aurait 33 boutons? Jamais aucune robe n'a eu 33 boutons. La mienne en a exactement 13, et vous m'accorderez qu'elle développe pourtant un métrage de tissu appréciable. Même Tony Parker, s'il délaissait son ballon, n'aurait pas 33 boutons. Quant à l'absence d'Hermine sur l'épitoge des avocats parisiens, parce qu'ils seraient les amis des Anglais,
Et on en reste songeur. À moins qu'on ne vous reconnaisse de la malice, Madame Agboga, car vous auriez peut-être voulu dire que les Parisiens sont plus bêtes que les provinciaux. Approximation dans le référentiel culturel. On pensait à un moment voir Viséo avec la citation du plat pays de Jacques Brel. Mais il ne fallut que quelques minutes pour ajouter un U et passer à Ruelle, Batterie, avec Madame Vado, puis on n'échappe pas, même pas à Zorro, dont Bernardo fut invoqué comme prénom de ce pauvre muet que vous avez rencontré comme par hasard dans la rue, avant d'ailleurs d'aller rencontrer des forains. Mais il y avait pire. On n'a même pas pu se retenir d'évoquer Claude François. Claude François, dans le chant naquit Jeanne d'Arc, peuplé après l'orateur ce chant d'arbres de magnolia. Un chant de magnolia dans les Vosges. Vous êtes un faux rêveur. Cela rejoint... Oui, magnolia, faux rêveur. Cela rejoint les approximations de l'histoire. Celle de Jeanne d'Arc est arrivée à un point de non-retour. Outre qu'elle n'est pas née en 431, comme cela a été dit, elle n'est pas non plus née Adon Rémy, mais Adon Remis. Il n'y a pas d'accent. C'est le Vosgien qui vous le dit. Ceci, quand on en arrive à résumer l'épopée de Jeanne d'Arc, en indiquant sans aucune honte qu'elle a été grillée par un cochon pour avoir voulu sauver un dauphin, on touche au sublime. On est passé en un instant de la caméra explore le temps apparent mode d'emploi. Comment s'en étonner quand ce matin il fut donné ici une liste d'ouvrages de référence dans laquelle on trouvait À égalité, Dalloz et Closer. Cela explique sans doute qu'Angelina Jolie et Brad Pitt est aussi la fête aujourd'hui. Cela explique pourquoi la virginité de Jeanne d'Arc fut remise ouvertement en cause à l'aune d'une interrogation de l'intellectuel Nabila. Et ce fut enfin la mort du droit. On se demande si les orateurs font des études de droit quand la discipline juridique a été littéralement massacrée. D'ailleurs, M. Sand nous a rappelé tout à l'heure que le droit n'était qu'indécence. Comment s'en étonner? Le droit public, d'abord, a été visé, cruellement. Si on accepte une définition correcte du contrat public par M. Catala, qui aurait pu d'ailleurs déposer plus discrètement sa candidature au Master 2 droit des contrats publics. Donc si on accepte cette définition correcte du contrat, à cette réserve près qu'il voyage apparemment encore sous les tropiques, son agent de voyage est en retard puisque la jurisprudence à la mode est désormais Lot-et-Garonne. Si on accepte cela, donc les publicistes se sont fait étriller comme n'étant pas des juristes normaux. Vous avez raison, monsieur Samb, les publicistes ne sont pas normaux, ils sont juste exceptionnels. Notons que M. Chrétien n'a pas été mauvais non plus dans l'évocation des principales jurisprudences de droit administratif et que le commentaire cet après-midi de l'arrêt Blanco, qui ne fait plus un tabac, était d'une très grande finesse doctrinale, quoique un peu ésotérique. Et l'on ne peut qu'être en un sens admiratif devant l'affirmation de Madame Vado, selon laquelle le rapporteur au Conseil d'État de l'arrêt commune de Morsan-sur-Orge fut muni. C'est le droit constitutionnel qui a été durement touché. Personne n'a pu s'empêcher d'y aller de son analyse de la campagne présidentielle et des moqueries sur les candidats. Il y eut même dans le duo Sizewski-Jacquin une comparaison avec le dîner de cons, comme s'il était de bon goût d'évoquer cette pièce de théâtre dont le héros, rappelons-le, se nomme François Pignon. Bien entendu, la révision de nos institutions et leur conversion possible par le même duo infernal en conarchie mit un point d'orgue à la ruine des publicistes. Mais alors, que dire de la destruction absolue du droit privé? On n'insistera pas sur le slogan Berthelot, police partout, justice nulle part, parce que devant un président de tribunal de grande instance, cela ferait des ordres. On évoquera, pour ainsi dire en guise de cerise sur le gâteau, le résumé stupéfiant de l'une des plus terribles affaires judiciaires du XXe siècle. Oui, monsieur le président, évoquant ce matin l'affaire Omar Radal, une de nos candidates, après tous les débats que l'on connaît,
les controverses, les espoirs, les désespoirs, la vérité malmenée, la justice en difficulté, cette candidate la résuma cette cruelle affaire ainsi: ben, s'il aurait su, il n'aurait pas venu. Mais, mesdemoiselles et messieurs, on vous pardonnera tout car vous avez cité Guitry. Le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Il avait dit d'ailleurs aussi, le célibat, on s'ennuie. Le mariage, on a des ennuis. Et on vous pardonne aussi parce que, grâce à vous, nous avons passé une journée étonnante, vivante, dynamique. Une journée à écouter des étudiants faire preuve, au miracle, d'imagination, à les voir évoluer dans un univers parfois délirant, parfois complètement absurde, comme peut l'être par exemple celui de Ionesco. Mais revenons à Guitry. Il disait une chose qu'on pourrait trouver utile pour dire tout le bien qu'on pense de ce concours. Il y a des gens qui parlent, jusqu'à ce qu'ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. Eh bien, vous avez trouvé. Je vous remercie. Et je vais laisser, si vous le permettez, à celle qui nous accompagne depuis ce matin dans ce jury, depuis le début du concours, le soin de donner le nom des deux vainqueurs du concours. Madame Ozer-Plessis. Merci, monsieur le doyen. Et les gagnants sont Émile Berthelot et Olivier Grunwald.